En 2024, une loi contre la discrimination capillaire est entrée en vigueur en France. Mais aujourd'hui, en 2026, est-ce que pour autant elle est rentrée dans les mœurs? Derrière le texte juridique, il reste une cicatrice invisible. Pourquoi aujourd'hui encore une femme, et même un homme, doit se demander si ses tresses ou son afro ou ses cheveux frisés ou bouclés sont professionnels? Sauf erreur, porter ses cheveux naturels n'est pas un choix esthétique ou un acte militant. C'est une réappropriation. Pendant des décennies, pour beaucoup, la préparation d'un entretien d'embauche ou d'une réunion importante commençait par une question silencieuse, mais intrinsèquement violente. Est-ce que mes cheveux vont passer? On a camouflé, on a lissé, on a dépensé une énergie mentale et financière colossale pour correspondre à un standard esthétique qui n'est peut-être pas le nôtre. Aujourd'hui, on ne veut plus s'excuser de porter sa texture naturelle comme non naturelle. Ici, le message est pour ceux et celles qui rejettent leur nature parce que la société actuelle, qui dépasse les frontières de l'Europe, semble vouloir nous imposer un standard de beauté. On va explorer pourquoi notre cheveu est devenu un territoire politique et comment s'en libérer pour enfin se concentrer sur l'essentiel, notre talent. Et pour comprendre pourquoi on stresse devant notre miroir, il faut qu'on regarde un petit peu en arrière. Dans de nombreuses sociétés d'Afrique de l'Ouest, les Yoruba, les Wolof, les Mende, par exemple, la coiffure n'était pas de la coquetterie. Il y avait premièrement une dimension spirituelle, puisque le cheveu était considéré comme le point le plus proche du divin, le sommet du crâne, et le raser, c'était couper la connexion spirituelle et l'estime de soi. Mais la coiffure servait aussi et surtout de carte d'identité. C'était un langage. Elle indiquait le rang social, l'âge, l'état matrimonial ou la lignée. Et lors de la traite transatlantique, quel était le premier acte des marchands d'esclaves lors de la capture? Eh bien, c'était de raser les têtes. C'était le premier acte de déshumanisation, c'était un acte de guerre psychologique, c'était une mort sociale. Enlever les cheveux, c'était effacer l'individu pour en faire un meuble. On transformait un être humain en un matricule. Je pense qu'en disant ça, je n'apprends plus rien à personne. Aujourd'hui, l'histoire est connue, mais le rappeler, c'est aussi rappeler que ce traumatisme a laissé des traces, a laissé un héritage colonial qui descend jusque dans nos open space. Et cet héritage, c'est que pour être propre ou soigné, il faut effacer, il faut s'effacer, il faut se conformer, et pour se conformer, il faut gommer les courbures de la fibre capillaire. C'est ce que la sociologie appelle le biais de conformité. On a créé une norme où le cheveu européen est le neutre, le point zéro, quoi. Le cheveu lisse est devenu par la force le synonyme de l'humain, entre guillemets, civilisé. Tout ce qui s'en éloigne est perçu comme une excentricité ou un message politique. Pendant des siècles, on a appris aux afro-descendants que pour être acceptable, ils devaient être domptés, lissés, effacés. Et on parle des afro-descendants parce que ça a marqué l'histoire, ça c'est certain, et aussi parce qu'il y a eu une influence aussi sur la société en elle-même qui fait qu'aujourd'hui, même si on n'est pas typé afro-descendant, la culture du lisse s'est installée durablement. Et vous remarquerez que le terme dompter les cheveux a une connotation animale. Donc cette mémoire, elle est encore là, elle est tapie dans l'ombre dans nos open space. Aujourd'hui, on ne rase plus les têtes, mais on juge les textures. Une étude de l'université de Duke, en Caroline du Nord, qui est parue en août 2020, a révélé que les femmes avec des cheveux naturels avaient moins de chances de décrocher un entretien d'embauche que si elles les défrisent ou arborent des perruques ou tissages à la chevelure lisse.
Selon l'étude, elles sont perçues comme moins professionnelles et moins compétentes que celles aux cheveux lissés pour un même poste. Les femmes aux cheveux naturels sont jugées moins prêtes pour un poste de direction. On ne délire pas là, c'est ça la réalité. On subit une charge mentale que les collègues aux cheveux lisses ne connaissent pas. La peur d'être disqualifié avant même d'avoir ouvert la bouche. C'est ce qu'on appelle la taxe de conformité ou encore une taxe d'ajustement. On dépense une énergie mentale colossale pour rassurer l'autre. Mais à quel prix? Et a priori, c'est celui de notre propre authenticité. C'est celui de notre liberté d'être. Porter ses cheveux crépus dans un environnement qui ne les attend pas, c'est visiblement briser un code invisible. On nous a dit que pour monter, il fallait se fondre dans le décor, mais ce décor, il a été construit sans nous. Et pour revoir ce décor, il a fallu attendre 2024 pour que la France, via le député M. Olivier Servat, propose une loi contre la discrimination capillaire. Donc en 2026, le texte, il est là. On ne peut plus légalement vous licencier pour vos tresses, mais la loi ne gère pas les micro-agressions qui sont encore d'actualité. Elle ne change pas les regards et les mentalités en un jour. Vous savez, les mains qui veulent toucher vos cheveux pour voir, sans vous demander, hein. Les questions faussement innocentes sur les salons de coiffure afro, mais qui sont assez insistantes et répétées, hein, tous les lundis matins, et aussi, par la même occasion, sur le changement de votre tête qui est assez récurrente. Donc, et après, quelques temps après, vous apprenez par le biais de votre collègue que, en réalité, votre chef ne fait que parler de votre coiffure et qu'en réalité, ça cache tout simplement une gêne par rapport à l'afro et elle sous-entend à votre collègue de vous faire passer le message. Donc aujourd'hui, en 2026, on en est encore là. Et ne plus s'excuser, c'est encore entrer dans cet apprentissage à poser des limites plus ou moins fermes sur ce type d'intrusion. Alors, entendons-nous bien, le but n'est pas d'ériger des murs ou de vivre dans une confrontation permanente. On dit souvent que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. C'est une vérité universelle. Nous sommes tous différents et nos critères de beauté le sont tout autant. Mais il existe une curiosité qui est belle, qui est saine, qui est sincère. C'est celle du collègue ou de l'ami qui veut vraiment comprendre notre parcours, notre culture ou simplement la technique derrière une coiffure. Cet échange-là, il est précieux car il est le moteur de l'apprentissage. Le problème, ce n'est pas la question, c'est l'intrusion. Si nous parlons aujourd'hui de micro-agression, c'est parce que la société nous montre que nous ne sommes pas encore majoritaires dans cette curiosité sincèrement innocente. Trop souvent, le regard de l'autre n'est pas une question, mais un jugement. Et ne plus s'excuser, ce n'est pas se fermer à l'autre. C'est simplement dire « je t'invite à apprendre avec moi, mais je ne t'autorise pas à me définir ». Donc en cessant de nous excuser pour notre afro ou notre texture, quelle qu'elle soit, nous forçons la société à passer du stade du jugement au stade de l'apprentissage. C'est un travail collectif. Plus nous serons nombreux et nombreuses à assumer notre identité avec sérénité, plus nous normaliserons notre présence. Et c'est ainsi que la curiosité redeviendra ce qu'elle aurait toujours dû être, un pont et non une agression. Mais la question se pose légitimement. Au bureau, il y a des codes. Ça, il ne faut pas se le cacher, c'est comme partout dans le monde. On ne vient pas en short et claquettes dans un entretien, par exemple. Donc, où est-ce qu'on met le curseur pour le cheveu afro? Ou tout autre cheveu non lisse? Eh bien, essayons d'être objectifs. Être présentable, c'est une question d'hygiène et d'intention, pas de texture. Donc, un cheveu hydraté, soigné, qu'il soit libre ou en chignon ou en tresse, il est par définition professionnel. Le problème, c'est que le curseur n'est pas placé sur la propreté, mais sur la ressemblance à un standard européen. Et c'est là où le décor
Le standard doit être révisé en prenant en considération toutes ces différences et pour que le regard du collectif s'ajuste et non pas que ça soit seulement un type de population qui s'ajuste. Oui, car dans le cas contraire, ça crée une constante lutte parce qu'on demande à des personnes d'être soignées, entre guillemets, selon une définition d'un dictionnaire qui n'a pas été écrit pour tout le monde. Accepter l'autre, c'est accepter que le professionnalisme ne s'arrête pas là où le volume commence. C'est ici que mon engagement avec mon projet de marque Tifara intervient parce qu'il ne sort pas d'un manuel de marketing, il sort d'un constat d'impuissance que j'ai vécu parce que justement pendant mes études, j'ai réalisé que je ne savais pas me coiffer, par définition je ne me connaissais pas et que c'était un vertige identitaire. Parce que comment on peut habiter un corps dont on ignore le mode d'emploi? Mon histoire fait que j'ai grandi avec ce dictat que si tu n'es pas défrisée, tu n'es pas belle. Et malgré le fait que je recevais régulièrement des compliments extérieurs sur mon cheveu naturel, que ma mère refusait avec raison de défriser, mon logiciel interne était programmé sur le rejet de ma texture. Donc il a fallu une déconstruction lente qui a eu lieu pendant le mouvement Napi dans les années 2010. Et le déclic, je l'ai eu le jour où une amie m'a dit une phrase toute simple, mais qui a tout changé en moi, c'est que je ne suis pas une erreur. Mes cheveux ne sont pas une erreur. Et c'est devenu ma boussole. Si je ne suis pas une erreur, pourquoi je passerais ma vie à me transformer? Et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers produits, parce que je constatais en même temps le manque de produits dédiés et adaptés aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Et la création de la marque, elle est là pour porter ce message. Votre texture est une parure et vous n'êtes pas une erreur. Le temps que nous passions à défriser, lisser, à souffrir sous la chaleur des plaques, c'est du temps que nous volions à notre ambition. Réapproprier sa texture, c'est récupérer sa puissance de travail. Car on ne peut pas être pleinement performante ou performant quand une partie de notre esprit est occupée à s'excuser d'exister. Quand j'entends une amie me dire qu'elle prend 45 minutes tous les matins à se lisser les cheveux pour avoir les cheveux raides, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de ces 45 minutes? Après, chacun est libre, effectivement, de disposer de son temps. Personnellement, 45 minutes le matin, moi, ça me coûte énormément parce que j'aime profondément dormir. Même si aujourd'hui, avec le rythme de vie que j'ai et surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dormir, ça devient un cheval de bataille. Donc si cette fatigue mentale s'est autant installée et est devenue si lourde, c'est parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle vient de loin. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, ce rejet de soi n'est pas né par hasard. Pour les afro-descendants spécialement, il est l'héritage d'un processus de déshumanisation qui a duré des siècles. Les afro-descendants ont été contraints de se regarder, de regarder leur propre nature comme un problème à résoudre. Et ce vertige de la conformité dépasse nos frontières. On le voit partout. Cette volonté universelle de se rapprocher d'un standard unique qui est souvent européen. Que ce soit en Asie où certains cherchent à modifier la forme de leurs yeux, à se débrider les yeux, ou dans d'autres communautés où l'on fuit le soleil pour ne pas paraître trop noir, le constat est le même. Nous vivons dans une crise mondiale de l'acceptation de soi. Pourtant, si on remonte le temps, nos ancêtres ne se vivaient pas comme des erreurs. Ils célébraient la complexité de leur coiffure, la majesté de leur texture. Ils se trouvaient beaux. Donc le travail que nous avons à faire aujourd'hui, il est profond. Il s'agit d'une déconstruction historique. Passer du rejet de soi à l'acceptation est un voyage qui prend du temps parce qu'il faut désapprendre des siècles de regards biaisés pour enfin retrouver le nôtre.
C'est un retour à la maison, une réappropriation de notre propre définition de la beauté. Et cette réconciliation avec soi, c'est le socle de notre liberté, parce qu'au fond, quel est l'objectif? Le but ultime, c'est que ce ne soit plus un sujet, que l'afro, les locks ou les tresses soient aussi banals qu'un carré plongeant. Oui, l'objectif, c'est que vouloir respecter l'intégrité de notre physique ne soit plus un acte de courage, mais tout simplement une évidence. On ne devrait plus avoir à travestir son image pour rassurer un manager ou un client, ou bien ses fans. Regardons l'exemple de la tenniswoman Coco Gauff. Donc, est-ce que le fait de porter ses cheveux naturels influe ou annule ses compétences ou son talent? Mais il faut être lucide, l'intégrité a un coût et tout le monde ne peut pas se l'offrir immédiatement. Je sais que pour beaucoup, se conformer est une stratégie de survie aussi, même si peut-être parfois on ne veut pas se l'avouer. On a besoin d'un salaire, on a besoin de manger. La peur du regard de l'autre est réelle parce qu'elle impacte la carrière. Et ça, comme on l'a vu, c'est un fait, encore aujourd'hui malheureusement. Donc les solutions qu'on pourrait voir suite à ce constat, la première, c'est peut-être une réappropriation progressive. Si on n'est pas prêt à porter l'afro libre en entretien, eh bien les coiffures protectrices, les tresses, les chignons bas sont des ponts. Ce sont des zones de compromis où on garde sa texture naturelle sans s'exposer frontalement au biais des autres. Une autre solution, c'est celle de l'excellence comme bouclier. Soyez si brillant et brillante dans votre travail que votre cheveu devienne un détail pour eux et une fierté pour vous. La compétence est le meilleur levier pour imposer sa différence. Une autre solution, selon moi, serait la solidarité. Plus nous serons nombreux et nombreuses à ne plus nous excuser, plus le regard de la société sera forcé de changer. La loi Servat est le cadre, mais nous sommes le mouvement. Mais attention, ne nous trompons pas de combat. Comme le souligne Ashley Shelby Rosette, la doyenne chargée des programmes de l'Université de Duke et qui a été à l'initiative de l'étude de 2020, je cite, « Si une femme noire choisit de se lisser les cheveux, cela devrait être de l'ordre du choix personnel et non une injonction à se conformer à des critères aux conséquences lourdes. » Parce que dans ces conséquences, il y a eu des révélations, notamment sur le plan médical par rapport au défrisage, qui a une incidence directe, par exemple, sur les fibromes, sur les soucis gynécologiques que peuvent rencontrer beaucoup de femmes noires, par exemple. Donc ce n'est pas rien, cette transformation physique. Et si votre compétence est remise en cause par votre coiffure, c'est le système qui est incompétent, pas vous. C'est précisément là que se joue notre libération. Porter ce qui pousse naturellement sur notre tête ne devrait pas être une revendication. C'est une évidence biologique. C'est le retour à une authenticité souveraine. Mais dans un monde qui a érigé le cheveu lisse comme l'unique forme de professionnalisme et d'élégance, alors peut-être pas l'unique, mais en tout cas le cheveu majoritairement accepté comme professionnel, le simple fait de ne pas transformer sa texture devient par la force des choses une forme de résistance. Alors que choisir de ne pas se conformer, ce n'est pas vouloir faire la guerre aux autres, c'est refuser de se faire la guerre à soi-même. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à refuser de nous excuser d'exister au naturel, donc nous reprenons petit à petit notre place sans baisser la tête et surtout sans demander la permission d'être qui nous sommes. Pour conclure cet épisode, j'aimerais qu'on reste sur cette réflexion. Une réflexion purement personnelle, celle de vraiment nous sonder, de nous interroger sur nos réelles motivations, les motivations qui nous poussent à porter autant nos cheveux naturels que lisses ou autrement. L'idée, comme on l'a dit, n'est pas de rentrer dans un jugement, mais plutôt de véritablement sonder notre pourquoi. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu influencés par les dictats de cette société et qui influencent
notre regard sur nous-mêmes. On a passé tellement de temps à essayer de lisser nos racines pour ne pas froisser les regards qu'aujourd'hui, avec Tifara et au travers de ce podcast, c'est une façon pour moi d'inviter à changer de perspective en restant honnête avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes capables d'accepter, de supporter, encore comme on l'a dit. Pour moi, l'objectif sera atteint lorsque on verra nos cheveux non pas comme un défi, mais comme une parure à honorer. Et si vous êtes encore dans ce tiraillement entre la nécessité de vous conformer et l'envie d'être vous-même, sachez que c'est un chemin. On n'arrive pas forcément et pour tout le monde à l'acceptation en un jour. Mais chaque matin où vous décidez de ne plus vous justifier, vous gagnez une bataille. Et je pense que c'est important qu'on se souvienne que notre talent n'a pas de texture. Notre intelligence n'est pas proportionnelle au lissage de nos racines. Et surtout, n'oubliez jamais, nous ne sommes pas une erreur. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 où nous irons encore un peu plus loin sur cette quête de vérité. Nous verrons une autre réalité sociétale. Et d'ici là, rappelez-vous, sauf erreur, vos cheveux sont votre parure, pas votre chaîne. À très vite.